Chers collègues, chers amis, Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi d'essayer de vous faire partager pendant quelques instants l'épopée des chirurgiens légionnaires d'honneur de Napoléon Bonaparte. En effet, cette épopée, c'est la légende napoléonienne. C'est la légende de la Légion d'honneur et des chirurgiens de l'empereur. C'est une véritable storytelling nationale. Car au sein de l'armée napoléonienne, de nombreux chirurgiens, médecins, pharmaciens furent titulaires de la Légion d'honneur. Certains ont appartenu à la noblesse d'Empire. Revenons à la création de cette décoration exceptionnelle, 19 mai 1802. Et cette création a été très liée à une imagerie symbolique du courage militaire à laquelle Napoléon a voulu associer le mérite civil. Et donc, c'est devenu la Légion d'honneur. Mais avant tout, ça a été la Croix des Braves, un surnom vocationnel pour récompenser la bravoure au combat, celle des militaires, mais également des chirurgiens militaires, qui ont été nombreux à être décorés. Cette construction de cette légende explique qu'aujourd'hui encore, l'Ordre national de la Légion d'honneur récompense le courage, le mérite, et cette légende a traversé le temps. Les premières remises ont été faites par l'empereur lui-même le 15 juillet 1804. Dans la première promotion, il y a eu deux grands chirurgiens dont je vous reparlerai tout à l'heure, Larrey et Percy, mais également des médecins, des Genettes, Bourdois de la Motte, le pharmacien Cadet de Gassicourt et le médecin Cabanis qui fut décoré, mais il ne participa pas à cette cérémonie. Pour vous rappeler également la noblesse d'Empire qui a été instaurée à l'avènement de l'Empire, et en 1804, création des premiers titres pour, bien sûr, les princes de la famille impériale. En 1806, les ducs, titres de ducs. En 1808, chevaliers, barons, et vous verrez qu'un certain nombre de collègues chirurgiens furent barons, voire comtes. Et l'événement, eh bien, il est célébré, et ça continue de nos jours, par un cérémonial qui consiste à admirer, donc de manière réciproque, le récipiendaire, et puis en même temps le nombre d'invités qui participent et qui reconnaissent, qui saluent, et la gloire et la récompense du mérite et du courage. Ce tableau est devenu célèbre et on le montre à chaque occasion. N'oublions pas que pour ces cérémonies, il fut instauré par Napoléon le chant du départ comme la musique qui doit être jouée au moment de cette remise de la décoration. Quand on écoute bien les paroles du chant du départ, c'est un chant révolutionnaire et qui explique un peu probablement l'esprit de conquête, de combat pour éliminer les tyrans, les rois qui furent une partie de l'explication des guerres de libération, mais en même temps de conquête du Premier Empire. Je vais maintenant essayer de vous retracer quelques éléments de la biographie de trois grands noms parmi les chirurgiens qui furent décorés de la Légion d'honneur, qu'on connaît tous. Larrey, bien sûr, Larrey surtout, Percy aussi, bien sûr, et on connaît peut-être un peu moins bien Yvan le Baron, dont je vais vous raconter l'histoire. Mais d'abord, honneur et grand honneur au chirurgien en chef de la garde impériale, Dominique Jean Larrey. Vous voyez, ses titres et ses mérites furent énormes.
Soldat énergique, peu soucieux de la fatigue, doué des qualités de calme, de sang-froid, de bravoure, devenu proverbial, soignant, pensant, opérant les blessés avec une rapidité, une compétence et surtout avec un grand esprit d'humanité. Et c'est l'empereur lui-même, dans son testament, qui dit si l'armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l'ériger à l'arrêt, qui fut en plus un inventeur, comme beaucoup de chirurgiens d'entre nous, bien des idées d'innovation. Lui a eu l'idée de créer ce qu'on a appelé ensuite les ambulances volantes. Il fut, bien sûr, il eut de nombreux titres. C'est un chirurgien de légende. Il a fait un peu toutes les campagnes napoléoniennes jusqu'au bout. Et il a été créé baron d'Empire le 31 janvier 1810. Au début de sa carrière, qui fut précoce, il était d'ores et déjà tout de suite aux avant-postes des guerres de Napoléon et d'abord de Bonaparte. Les soldats l'appelaient l'Hercule Basset, parce qu'il était petit, mais il avait un grand torse et c'était un homme fort. Chirurgien d'abord de la marine, puis chirurgien en chef de l'armée de Corse, ensuite en Espagne, en Italie. Puis, malgré son récent mariage, il va suivre le premier consul dans l'expédition d'Égypte. Et d'emblée, il a l'idée de transport des blessés à l'avant, au premier rang des combats. Et là, pour les circonstances, l'amène à penser à ça, parce qu'il y a des chameaux qui permettent, au prix de certaines adaptations, des paniers, sans doute en osier, 2 par chameau, disposés en forme de berceau, que l'animal porte de chaque côté de sa bosse, suspendus par des courroies élastiques au moyen d'une prolonge à bascule. Il pouvait porter un blessé couché dans toute sa longueur. Et de retour en France, c'est 1796, il fut en même temps nommé professeur titulaire de la chaire d'histoire, de la chaire d'anatomie et de chirurgie militaire. Et voilà, il s'occupa aussi, pour ses amputations célèbres, de la ligature extrêmement rapide et efficace des vaisseaux sanguins, chose qui fut véritablement une grande partie de son activité sur les champs de bataille. Les soldats furent amoureux de Dominique Larrey. Il l'appelait la Providence des champs de bataille. Il fut véritablement aimé de ses soldats. Il eut toutes ses fonctions, ses titres. Il était chirurgien en chef d'abord de la garde impériale, puis après de la grande armée, je vous en raconterai un petit peu plus là-dessus. Cette fonction représente la participation à 25 campagnes, 60 batailles rangées, 400 combats. Il faillit y perdre la vie au moment du passage de la Bérésina, mais il fut reconnu par ses propres soldats. Il était prêt de mourir, j'étais prêt de mourir. Quand je fus heureusement reconnu, mon nom fut prononcé aussitôt. Larrey est là, les regards se tournent vers moi, puis chacun s'empresse de m'aider. C'est aux soldats que je dois mon existence. Chacun me faisait place et j'étais aussitôt entouré de paille et de leurs vêtements. On a beaucoup parlé des ambulances volantes de Larrey. Juste quelques descriptions rapides pour vous dire que elle était composée, vous voyez, avec ses chevaux, une espèce de calèche, mais qui était en fait disposée pour être comme un bloc opératoire mobile. Eh bien, il devint ainsi l'inventeur de ces ambulances, avec une équipe, un chirurgien en chef, 2 assistants, un infirmier, montés. Les fontes des chevaux portent des pansements et des instruments de première urgence. La garde impériale possédait un service de santé particulièrement bien organisé, en raison de l'attention spéciale qu'accordait l'empereur à Larrey. Il y avait ainsi 3 divisions comprenant 75 infirmiers à pied, 36 infirmiers à cheval, et 60 conducteurs. Il était sous le feu de tous les combats. Évidemment, Waterloo, il y était. Et donc, il fut même fait prisonnier. Il était frappé de 2 coups de sabre entre les mains et capturé par les Prussiens. Mais Blücher, commandant en chef des armées européennes à l'époque, eh bien, Blücher le traita en ennemi généreux.
Et puis enfin, après c'est la Restauration, il ne fut réintégré véritablement dans ses fonctions que par le gouvernement de Juillet. Louis XVIII, c'était moins évident. Il va se servir alors de son autorité et de son prestige pour défendre l'organisation du service de santé, comme le fit, vous verrez tout à l'heure, son collègue et ami, le baron Percy. Et finalement, l'histoire a retenu qu'il souhaitait être enterré dans un petit coin du jardin de l'infirmerie des Invalides, mais ça a été compliqué. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, ne voulut pas. Il fit que la ville de Paris se montra un peu plus généreuse grâce à Arago, en lui offrant une sépulture à perpétuité au Père-Lachaise. Mais au moment du retour des cendres de Napoléon, le 15 décembre 1992, son corps fut enfin transféré au lieu des Invalides, dans la crypte des gouverneurs, au cours d'une très importante manifestation. Toute une autre histoire, très différente, celle d'Alexandre Urbain Ivan, le baron, qu'on peut résumer comme une ascension extraordinaire, en particulier grâce à la bataille de Ratisbonne, où il s'illustra en soignant l'empereur lui-même, mais il fut discrédité par son comportement lors de la fameuse tentative de suicide de l'empereur. Quelques mots, donc, ce fut un soldat d'abord ordinaire, reconnu pour ses qualités militaires, de courage lors de tous les combats de Napoléon. Et c'est à ce titre qu'il fut honoré par de la Légion d'honneur, malgré les grincements de dents chez tous ses détracteurs, car il était beaucoup plus conservateur que Larrey. Il était apprécié par les soldats qui pensaient qu'il risquait moins l'amputation en ayant affaire à lui. Mais voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est au siège de Ratisbonne qu'il participa, peut-être en premier ou peut-être en second, on ne sait pas très bien, aux soins de Napoléon, blessé au niveau du talon par 2 balles qui l'ont frappé. Et donc, il a fallu lui enlever sa botte et faire le premier pansement. Et donc, on dit que Ivan le baron qui fut son chirurgien à ce moment-là. Et donc, sûrement récompense, quelques temps après, 31 janvier, vous voyez, Ratisbonne, c'est avril, 31 janvier 1810, Napoléon l'élève au rang de baron d'Empire. Voilà, je vais vous raconter maintenant la disgrâce, la fuite de Fontainebleau, et donc ce qui en découla. Lorsque l'empereur, déprimé, malade, tente de se suicider dans la nuit du 12 au 13 avril 1814 à Fontainebleau, après l'abdication. C'est très dur. Il absorbe un poison à base d'opium, mais ses valets de chambre déjouent son plan, surtout avec l'aide de Caulaincourt. Et le baron Ivan, qui est appelé au chevet du souverain, c'est son chirurgien personnel. Le souverain est mourant, mais on dit qu'il réussit à le sauver en le faisant vomir. Malgré cet acte efficace, de peur d'être accusé d'assassinat, ou pour une autre raison, Ivan s'enfuit, sans prendre congé du souverain. Et ça va être définitif. Cet épisode met fin à la relation entre Napoléon et Ivan, et ce sera terminé. Revenons à un chirurgien beaucoup plus glorieux, comme Larrey, Percy, qui fut l'autre chirurgien de légende du Premier Empire. En sachant, de plus, que c'est un chirurgien qui est plus âgé que Larrey, puisqu'en fait, il a fait une première partie de sa carrière avant la Révolution, du temps de la royauté,
et que c'est en 1784 qu'il obtint le premier prix de l'Académie de chirurgie grâce à une étude sur les bistouris. Donc il est chirurgien-major dans le régiment de Berry de cavalerie. Mais ensuite, il va se mettre au service de la Révolution. Lors des guerres de la Révolution, en particulier à Valmy, il se trouve, par sa position, à la tête du service des santé et des armées. Puis il a voulu entrer en grâce auprès de l'empereur, et en 1802, on a une lettre où il se présente comme Percy, ex-chirurgien d'armée, en chef d'armée, et où il offre ses services à l'empereur. Et à partir de là, l'empereur le reconnaît, le nomme à différents postes de haute responsabilité, chef inspecteur général de la Grande Armée. Et là, il va faire, avec la preuve de son dévouement, de son courage, de sa ténacité, de sa permanence au service de l'empereur. Et il va se mettre au service de la Grande Armée, c'est-à-dire l'armée d'invasion de l'Angleterre basée à Boulogne. Et puis, c'est comme ça qu'il a été à l'avant et il a pu marquer vraiment de cette espèce de fonction formidable, de sa bravoure, tout son parcours. Et en même temps, c'était un chirurgien savant. François Percy fut le chirurgien de toutes les batailles de l'empereur. On le trouve à Austerlitz en 1805, à Iéna en 1806, à Eylau en 1807. Et c'est ce tableau qui l'immortalise à Eylau, soutenant un blessé. On voit là son humanité. Et le lendemain de la bataille d'Eylau, il eut une conversation avec Napoléon qui s'inquiétait du nombre de combattants disparus, avec les risques que cela comportait d'être moins puissants. Question de l'empereur. Avez-vous beaucoup de blessés ? Sire, je crois que nous en avons pensé 4000. Les blessures sont-elles graves ? Il y en a 1000 qui sont de la plus grande gravité. Combien perdrez-vous de blessés sur ce nombre ? Le tiers, parce que la mitraille et les éclats d'obus ont fait les plus grands dégâts. Il faut reconnaître à Percy ses qualités aussi d'organisateur, d'avoir lutté comme l'arrêt, pour que l'administration, l'organisation de l'armée leur permettent de mieux prendre en charge les blessés. Et donc, il a insisté en particulier, et ça nous intéresse à l'Académie de chirurgie, sur l'importance de la formation des chirurgiens. Et Napoléon éludait un peu toujours, mais que sont devenus vos blessés ? Mais en fait, son souci principal était de savoir combien de soldats valides lui resteront pour continuer la guerre. La guerre, il ne veut pas étendre à l'armée entière les privilèges de l'armée impériale. C'est comme ça, c'est d'époque. Percy a été aussi un inventeur. Il s'est intéressé au transport, à la mobilité des transports des blessés. Et il avait créé un peu une autre forme d'ambulance volante qu'on a appelée le Wurst, la saucisse en allemand, et qui proposait ainsi une ambulance attelée de 6 chevaux capable de transporter blessés, matériel et soignant 8 chirurgiens et leurs aides à Califourchon. Percy a été forcément remercié. Il a eu de nombreux honneurs, dont ceux, bien sûr, le titre de commandant de la Légion d'honneur en 1807. Il fut nommé à l'Institut avec 36 voix contre 19 pour Corvisart, le premier médecin de l'empereur. Et il est fait baron d'Empire après Wagram, 1909, au cours de la deuxième campagne du Danube. Retenons de lui qu'au moment de la retraite de Napoléon et lors de la Restauration, la première, tout se passe bien, le chirurgien connaissant les œuvres d'Horace mieux que Louis XVIII, dont c'était le livre de chevet. Et lors des 100 jours, Percy reprend du service dans la Grande Armée et on le retrouve à Waterloo. Au second retour des Bourbons, il est cependant mis à la retraite, refusé à cause de sa conduite pendant l'usurpation. Enfin, cette gloire, il l'eut au moment de sa vie, mais sa gloire posthume a été bien soulignée, mais un peu oublieuse. Le nom de Percy est inscrit sur l'Arc de Triomphe.
sur la 10e colonne, pilier nord. Mais l'histoire l'a oublié, c'est vraiment l'arrêt qui fut reconnu dans les manuels scolaires. Et pourtant, Percy nous laisse la trace d'un souvenir d'un homme exceptionnel au niveau des connaissances. Et il a écrit beaucoup de recueils scientifiques, un grand dictionnaire des sciences médicales. Et il fut le premier à donner l'exemple du dévouement et du courage pour braver les combats, y recueillir et panser les blessés. Il fut lui-même blessé 3 fois sur les champs de bataille. Les médecins militaires lui ont rendu hommage puisque la devise des Santards gravée dans le marbre du hall de l'école de santé est signée de Percy. Allez, où la patrie et l'humanité vous appellent, soyez-y toujours prêts à servir l'une et l'autre. S'il le faut, sachez imiter ceux de vos généreux compagnons qui au même poste sont morts martyrs de ce dévouement intrépide et magnanime, qui est le véritable acte de foi des hommes de notre État. Après ces 3 grandes biographies rapidement racontées, je ne peux que citer que quelques noms qui n'ont pas persisté dans l'histoire véritablement, un peu oubliés, Vieuvelot, Blainvillain, Janin, Sabatier, Vareillot. Vous les voyez, ils sont tous cités, Jacob, Godefroy, on les a malheureusement oubliés, Lancôme, Delingette, Loisel, Mariglier, Moquet, etc., etc. Certains sont des noms de rues d'un grand nombre de cités dans notre pays. Les nobles d'Empire, quelques noms, Bousquet, Damelincourt, Heurteloup, plus connu, qui est resté un peu plus connu que l'ensemble, l'Allemand, Pelletan, Renaud, Varelio, etc. N'oublions pas que, et surtout l'empereur n'a pas oublié d'honorer par la Légion d'honneur un certain nombre de grands médecins du service de santé impérial, Corvisart, Chaptal, Coste, Desgenette, Parmentier, Heurteloup, dont on a déjà parlé. Évidemment, les réformes de Napoléon Bonaparte ont été formidables sur le plan de l'organisation du service de santé et aussi de l'organisation de santé des armées, mais de l'ensemble du système de santé national. N'oublions pas le concours de l'internat. Et que 46 000 récipiendaires de la Légion d'honneur ont été distingués durant le Premier Empire. Ces illustrations montrent bien l'esprit de la bravoure, de la popularité et du chant révolutionnaire qui a mené du nord au midi. La trompette guerrière, distinguée, des combats. C'est le Premier Empire. Tremblay, ennemi de la France. Remercions aujourd'hui les historiens à l'honneur, en particulier notre collègue Xavier Riot. Remercions la commission Histoire de l'Académie nationale de chirurgie. N'oublions pas d'aller chercher dans nos bibliothèques les grands écrivains, plus ou moins connus, qui ont pris la vie de Napoléon. N'oublions pas les cinéastes qui ont fait de très grands films. N'oublions pas la symbolique de la Légion d'honneur que nous partageons tous encore aujourd'hui au temps de la République. Merci. Merci beaucoup, Albert Claude. Tu nous rappelles là très brillamment l'importance des guerres de la religion, de la Révolution et de l'Empire dans le progrès de la chirurgie. Question? Oui. Je voudrais ne pas poser une question, mais apporter une précision. Oui, oui. Merci beaucoup. Lors du transfert des restes de l'arrêt du père Lachaise aux Invalides, on a ouvert son cercueil, son squelette a été étudié, sa taille est évaluée à 1,55 m. Les gens étaient de petite taille à cette époque. Napoléon était considéré comme un grand, il faisait 10 cm de plus. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelait Hercule Basset. Voilà, c'est ça. Parce qu'il était à la fois un grand thorax, et je peux vous dire que, mais petit. Devant la plaque de Percy qui disait « Allez où la patrie et l'humanité vous appellent », j'y suis passé pendant 7 ans devant. Et à l'époque, il y avait le bizutage et les anciens nous faisaient apprendre ce texte par cœur.
Alors, ça me permet de vous dire que moi, je suis mon histoire personnelle, je peux vous raconter. Ma grand-mère était bercée pendant ma petite enfance par le chant du départ. Et dès que c'était et les fêtes nationales pour dans ma famille en Algérie, à Oran, juif, eh bien, le 14 juillet était la fête de l'ensemble Oui, de la famille oui, oui. de notre maison dans laquelle j'habitais. On avait un très grand balcon sur la rue, plusieurs mètres. Ma grand-mère cousait le drapeau d'une dizaine de mètres de long et les enfants devaient mettre le drapeau sur le devant de la maison. Donc voilà, donc c'est pour nous, nous sommes véritablement des héritiers de cette tradition républicaine, française et napoléonienne, on lui doit beaucoup. Mais alors, parmi les médecins, il y avait plus de chirurgiens que de médecins. Parmi les récipiendaires de la Légion d'honneur, il y avait plus de chirurgiens que de médecins ou pas vraiment? Je sais pas. Je n'ai pas fait cette évaluation, et Parce que peut-être les 48 000 dont tu parles, ce n'est que ah non, non, alors là, c'est tout le monde. il y a tout le monde. C'est ça, c'est C'est ça. la, Ouais. j'ai retrouvé ça dans les mémoires de la Légion, de la chancellerie de la Légion d'honneur, où il y a des livres avec tous etc. On peut retrouver exactement partiellement, mais on voit quand même qu'il y a eu beaucoup, et il y a eu des femmes également qui ont été décorées de la Légion d'honneur. Donc, Des important femmes de le dire. Oui, sous l'Empire. sous l'Empire. Mon Dieu. Euh, Oui. Merci de votre communication. Alors, comme vous l'avez laissé supposer, la Légion d'honneur, elle a été créée pour les militaires, bien sûr, comme vous le disiez, la bravoure, mais aussi pour les civils. Donc, beaucoup de Absolument. civils l'ont eu. Comme beaucoup de personnes, peut-être, pensent tout de suite à la distribution de la Légion d'honneur au camp de Boulogne. En fait, comme vous l'avez dit, la première distribution de la Légion d'honneur, c'est aux Invalides, aux Invalides. en mai, comme vous l'avez dit. Par contre, en ce qui concerne les civils et notamment les officiers de santé, il y avait une autre médaille à l'époque qui était l'ordre impérial de la Réunion, qui a été Réunion, c'est pas l'île de la Réunion bien sûr, c'est la réunion des pays qui sont avec Napoléon pour faire court. Et souvent, les officiers de santé ont eu cette distinction qui a été abolie par Louis XVIII en 1815. Mais en ce qui concerne médecins et chirurgiens par rapport à cette décoration, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, hein, je pose la question, peut-être qu'il y aurait plus de chirurgiens parce qu'à un moment donné, Oui. Napoléon a mis dehors, entre guillemets, les médecins des champs de bataille parce que Coste est arrivé en retard à une bataille et donc Napoléon n'a pris quasiment que des chirurgiens, en tout cas sur le champ de bataille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas Sur d'autres les pour médailles. le plan La civil. médaille. Il faut remarquer qu'il y a eu une évolution dans les médailles qui symbolisaient c'était courage, honneur et patrie, mais au début c'était honneur à l'empereur. Et donc on s'est marqué. Il faudrait regarder de plus près, mais c'est clairement au départ c'était véritablement pour montrer que c'était la grande récompense de l'empire. Et vous avez raison, et vous montrez bien une Vous voyez, Légion d'honneur Premier Empire parce Napoléon. que c'est Amp. Et les Légions d'honneur Second Empire, vous voyez empereur et non pas Amp, et il y a une petite chose qui pend Tu peux laisser en vraiment dessous. revenir à l'image? Donc, Oui, allez-y. Qu'on la donc, montre un peu mieux. voilà, honneur et patrie derrière. Et alors ça, je pense que c'est marqué empereur comme ça. Je pense que ça, c'est une Légion d'honneur Second Empire, Ah, probablement. peut-être. Ouais. Second Empire ou Seconde République, je ne sais pas, peut-être Second Empire. C'est en Patrice descendant, Gaillet. descend là, celle-là. Petite remarque sur le. Bon, et il y a l'aigle impérial hein, en plus vous voyez là, l'aigle impérial en plein milieu. Le plus célèbre tableau là, de Jean-Antoine Gros qu'on a vu tout à l'heure. Si Pascal, tu peux me le montrer. C'est le tableau le plus célèbre de la remise, la première remise de la Légion d'honneur en 1804, le 15 juillet. Et Avant. le soldat qui est honoré est un bi-amputé de Descend. qui a été nommé capitaine
en raison de cette biamputation de C'est bras. après la cérémonie où on La voit cérémonie l'empereur. Non, non. Non. Oh. Le tableau le plus célèbre de cette remise. Non, c'est avant. C'est au début. Là. Voilà. Voilà. Ce soldat-là est un bi-amputé, ça se voit pas très bien sur le tableau, est un bi-amputé de bras. Et donc, ça a été. Tu montres l'image d'avant, parce qu'on le voit encore mieux, peut-être. Voilà. Ah oui, d'accord. Cette histoire est quand même a inspiré beaucoup de choses. Vous avez tous vu le nombre de films, de romans qui ont suivi l'Empire. C'est extraordinaire. C'est quand même une romance nationale. Et la Légion d'honneur se poursuit dans les mêmes valeurs sont à nouveau honorées, donc c'est important. Une petite question pratique, c'était remis pour la première fois par l'empereur en 1804, mais Oui, par la suite, c'était toujours l'empereur ou pas? ça je sais pas. Tu sais? Alors, Est-ce que c'était l'empereur qui remettait systématiquement non. Je crois progressivement, la tradition a été que les nouveaux légionnaires faisaient appel à leurs parrains, qui étaient eux-mêmes, qui avaient été décorés antérieurement et avec un grade supérieur. Donc, et et aujourd'hui, ça se poursuit de la même manière. Bien. Et vu le nombre de légionnaires qui ont été décorés, l'empereur n'aurait pas eu le temps de faire toutes ces cérémonies. Ah, par contre, juste une chose qui est authentique, c'est qu'à deux reprises, il me semble, par contre, je ne me demandais pas les dates et pour qui il l'a fait, mais à deux reprises, il a décoré sur le champ de bataille, en prenant même sa propre Légion d'honneur, des médecins chirurgiens directement sur le champ de bataille. Je crois il y en a un à Wagram, il me semble, où il a fait ça. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui a été blessé, il l'a décoré, effectivement, vous avez raison. Il y a quelques cas exceptionnels comme ça, oui, tout à fait. Bien, eh bien, Merci. écoute, Albert Claude, Merci à vous. merci beaucoup.